Alors bonjour à vous tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder l'embryologie et l'histologie de la moelle spinale et des ganglions nerveux. Nous commençons tout de suite par l'étude de l'histologie et embryologie de la moelle spinale. Il faut savoir que la moelle spinale, c'est un organe du système nerveux central situé dans le canal rachidien. Il s'agit, comme son nom l'indique en anglais, de spinal cord, et donc on parle d'un cordon du corde faite de neurones et de fibres nerveuses, d'accord. Cette corde présente 1 cm de diamètre et 50 cm de long, et euh, du point de vue embryologique, la moelle spinale dérive de la partie effilée du tube neural, c'est-à-dire les 2 tiers inférieurs du tube neural. Maintenant, si on va faire une coupe histologique de la moelle spinale embryonnaire, vous allez trouver qu'elle est faite par 2 plaques basales et 2 plaques alaires, avec ici là, vous avez un canal central revêtu par un revêtement épendymaire, d'accord. Et bien sûr, ici, vous avez des cellules souches. Ces plaques-là sont la substance grise de la moelle spinale, d'accord. Et quand vous le voyez, la substance grise de la moelle spinale est centrale. Elle est faite par les corps cellulaires des neurones, d'accord. Alors, pour les 2 plaques basales, elles vont donner des motoneurones qui vont envoyer leur influx nerveux par des fibres nerveuses vers les muscles effecteurs. Et les 2 plaques alaires sont formées par des interneurones qui sont chargés d'assurer la régulation et l'association des différents influx nerveux. Maintenant, les plaques basales vont nous donner, du point de vue histologique, les cornes antérieures de la moelle spinale, et les plaques alaires vont donner les cornes postérieures de la substance grise de la moelle spinale. Alors, vous voyez ici, vous avez d'autres groupes de neurones qui dérivent des crêtes neurales. Ces neurones sont situés au niveau des ganglions rachidiens, des ganglions spinaux, d'accord. Et il s'agit de neurones sensibles qui vont s'assurer de ramener l'information sensitive des différents récepteurs vers la moelle spinale. Alors, nous entamons maintenant l'étude histologique de la moelle spinale. Il faut savoir que la moelle spinale varie selon sa situation, d'accord. C'est-à-dire que vous allez, que du point de vue histologique, la moelle est subdivisée en moelle cervicale, moelle thoracique, moelle lombaire et moelle sacrée. Donc, pour commencer d'abord notre étude, on va déjà faire quelques rappels concernant les structures de la moelle spinale, d'accord. Donc, cette moelle spinale-là est formée par une substance grise qui est centrale, d'accord, comme vous le voyez. C'est en forme d'un H majuscule ou d'un papillon, d'accord, ou des ailes de papillon, et une substance blanche qui est périphérique. Et vous avez ici
une fissure médiane antérieure qui est profonde, d'accord? Et ici là, un sulcus médian postérieur qui est moins profond et qui se prolonge, d'accord, par un septum névroglique qui est le septum postérieur, d'accord? Le septum médian postérieur. Et là, vous avez des sulcus postérolatéraux, d'accord, où vous allez avoir l'origine ou bien l'émergence des racines postérieures. Et vous avez aussi, là, bon, c'est moins visible, on en parle moins, d'accord, les sulcus antérolatéraux où vous avez l'émergence ou l'origine des racines antérieures. Maintenant, cette substance blanche, elle est divisée selon ces sulcus-là. Vous avez les cordons postérieurs, d'accord, qui sont situés entre les sulcus postérolatéraux, les cordons antérieurs, qui sont situés entre les sulcus antérolatéraux, et les cordons latéraux, d'accord, de la substance blanche, qui sont situés entre les sulcus antérolatéraux et postérolatéraux. D'accord? Alors, la substance grise, par contre, va comprendre des cornes antérieures qui sont proéminentes, d'accord, et comprennent les motoneurones, et des cornes postérieures qui sont plus minces, d'accord, que les cornes antérieures et plus longues, et vont comporter des neurones de relais, d'accord? Ces neurones-là de relais sont surtout des interneurones, d'accord, et des neurones qui vont envoyer l'influx sensitif vers le névrax, d'accord? Cette substance grise-là, d'accord, qui est en forme de papillon, comprend deux parties. Vous avez sa partie droite et sa partie gauche, d'accord? Et ces deux parties-là se rencontrent par la commissure grise, d'accord, qui va entourer le canal central qui devient ici virtuel. C'est-à-dire qu'il est vide, ok? Et donc, maintenant, on va reprendre avec la moelle cervicale. Il faut savoir déjà que la substance grise de la moelle est prépondérante et la plus importante au niveau de la moelle cervicale et de la moelle lombaire pour la simple raison que c'est ces deux moelles qui vont innerver les deux membres supérieurs et inférieurs. D'accord? Donc vous allez avoir un grand nombre de motoneurones, d'accord, qui vont ensuite envoyer leurs fibres nerveuses au niveau des plexus, d'accord, brachial, sacré, lombaire, pour innerver les deux membres supérieurs et inférieurs. Maintenant, concernant la substance blanche, on remarque concernant la moelle cervicale que, ici là, les cordons postérieurs de la substance blanche sont plus importants, d'accord? Parce que vous allez avoir, et ces cordons-là, postérieurs,
de la substance blanche comprennent une information sensitive, d'accord, et vont ramener des influx qui viennent d'en dessous, d'accord, alors d'en bas. Et donc, vous allez avoir dans ces cordons postérieurs l'influx sensitif, notamment proprioceptif, d'accord, des deux membres supérieurs et inférieurs. Maintenant, ces cordons postérieurs sont aussi divisés, comme vous le voyez, par la présence de septum. Et on parle ici là de septum paramédian postérieur, qui vont nous diviser ces cordons postérieurs en faisceaux graciles et cunéiformes ou de Gaulle et Burdach. Le faisceau gracile, lui, comprend les influx venant des membres inférieurs, d'accord? Pour le retenir, c'est simple. Vous avez le muscle gracile qui est un muscle de la cuisse, d'accord? Et le faisceau cunéiforme comprend des influx des membres supérieurs. Alors, maintenant, on va discuter de la moelle thoracique. Vous voyez que la substance grise est moins importante, aussi même pour la substance blanche. Et un élément particulier de la moelle thoracique, c'est la présence des cornes latérales de la substance grise. Ces cornes latérales-là comprennent des neurones préganglionnaires qui vont envoyer leurs axones vers les ganglions autonomes, d'accord, que ce soit sympathique ou parasympathique. Et concernant la moelle lombaire, vous voyez que vous avez les cornes antérieures de la substance grise qui sont plutôt développées, d'accord, plus proéminents, pour déjà commencer l'innervation des membres inférieurs, d'accord. Et ici là, vous avez une image de la moelle sacrée, d'accord, où les cornes antérieures, d'accord, sont encore plus développées, d'accord, de même que les cornes, de même que les cornes postérieures, d'accord. La substance blanche est moindre, d'accord, et donc on peut sortir avec une règle qui dit que la substance blanche va en augmentant de la moelle sacrée vers la moelle cervicale. Et un élément particulier que vous remarquez dans cette image-là, c'est la présence de nombreuses fibres nerveuses qui sont situées au niveau de la queue de cheval. D'accord? Ça, c'est la queue de cheval. Et c'est des fibres nerveuses qui viennent, d'accord, dans les motoneurones viennent de la moelle lombaire et qui sont destinées à l'innervation des muscles du périnée et des membres inférieurs. Alors, pour résumer maintenant l'histologie ou bien la structure, les éléments qui vont former la moelle spinale, nous allons travailler sur ce schéma. Alors, nous commençons tout d'abord par la substance blanche, d'accord, qui est périphérique. Vous allez avoir dans cette substance blanche une fissure médiane antérieure et un sulcus médian postérieur
qui se prolonge par un septum médian postérieur. Et vous allez avoir ici là 2 sulcus postéro-latéraux, de même que vous trouverez dans certaines sources que vous aurez 2 sulcus antéro-latéraux. Pour les sulcus postéro-latéraux, vous allez avoir l'origine des racines postérieures. Et pour les sulcus antéro-latéraux, vous allez avoir l'origine des racines antérieures. Ensuite, pour la substance grise qui est en forme de papillon ou bien d'un H majuscule, vous allez avoir 2 cornes antérieures qui sont larges, d'accord, et 2 cornes postérieures qui sont plus minces et plus longues, d'accord, et les 2 parties droite et gauche de la substance grise de la moelle spinale se rencontrent au niveau de la commissure grise, d'accord. Il y a ici une commissure grise qui va entourer le canal central. Maintenant, la substance blanche est divisée en cordons postérieurs, cordons latéraux et cordons antérieurs. Alors, si maintenant on cherche à quels sont les éléments histologiques, bien quelles sont les cellules qu'on va trouver au niveau de la moelle spinale, là, on commence pour la substance grise. Nous avons des cellules nerveuses, d'accord, c'est des neurones, des fibres nerveuses et des capillaires sanguins et des cellules gliales. Donc, au niveau de la substance grise, les cellules nerveuses, c'est des neurones, bien sûr. Les fibres nerveuses sont amyéléniques, puisqu'on est au niveau de la substance grise. Les capillaires sanguins sont continus, sont fermés, d'accord, pour constituer une barrière entre le tissu nerveux et le sang. Et vous avez là des cellules gliales, qui sont les astrocytes, des oligodendrocytes et les épendymocytes. Un détail concernant les astrocytes de la substance grise, c'est qu'il s'agit d'astrocytes protoplasmiques, puisqu'on est au niveau de la substance grise. Maintenant, ces neurones-là sont de 2 types, des neurones à axon long et des neurones à axon court. Les neurones à axon long sont les cellules radiculaires qui vont envoyer leurs axones au niveau des racines rachidiennes, d'accord, et des cellules funiculaires qui vont avoir un rôle à l'intérieur de la moelle spinale. Alors, les neurones à axone court sont de 2 types. On va avoir les cellules Golgi type 2 et les cellules de Renshaw. Bon, les neurones qui vont constituer la moelle spinale. Ces neurones-là sont de 2 types. Il y a ceux qui vont quitter la moelle spinale et vous allez avoir les motoneurones de la corne antérieure et les neurones de la corne latérale. Par contre, il y a aussi les neurones dont les axones ne quittent pas le névrax, c'est-à-dire le système nerveux central, qui sont en nombre de 2. C'est les axones qui quittent la substance grise, c'est les cellules funiculaires. Et les axones et les neurones dont les axones ne quittent pas la substance grise, et c'est les neurones d'association ou bien les interneurones. Les neurones radiculaires, ils sont de 3 types. Alors, vous avez les motoneurones alpha. Ces motoneurones alpha vont envoyer leurs axones vers la plaque neuromusculaire pour induire une contraction musculaire. Et vous avez les motoneurones gamma qui vont envoyer leurs axones vers le fuseau neuromusculaire
qui sont des mécanorécepteurs que vous avez déjà étudiés en physiologie. Et vous avez les neurones préganglionnaires. Ces neurones-là vont envoyer leurs axones vers les ganglions autonomes. Alors, maintenant les neurones funiculaires d'association sont situés dans la corne postérieure. Ils vont avoir comme but, alors, puisque c'est situé dans la corne postérieure, ils vont recevoir des influx sensitifs. Ensuite, bien sûr, ils sont de deux types. C'est les neurones funiculaires homolatéraux, c'est le faisceau cérébelleux direct, et le neurone funiculaire hétérolatéraux, c'est les faisceaux cérébelleux croisés. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont envoyer leurs influx au niveau du cervelet pour permettre la coordination entre la moelle spinale et le cervelet. Aussi, vous allez avoir les interneurones qui vont jouer un rôle, d'accord, c'est l'association intersegmentaire, c'est-à-dire que la moelle spinale qui est formée par différents myélomères, d'accord, c'est-à-dire la moelle spinale comprend différents étages et entre ces étages-là, vous allez avoir des interneurones qui vont permettre qu'il y ait une communication entre ces différents étages-là de la moelle spinale. Maintenant, les cellules de Golgi de type 2. Alors, ce que vous voyez ici, vous avez un interneurone qui est situé entre un neurone sensitif et un motoneurone. Et cet interneurone-là, généralement, c'est celui qui va inhiber le motoneurone, d'accord, pour induire le relâchement du muscle. Et c'est ce que vous avez vu dans l'arc réflexe, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir dans le réflexe myotatique un muscle qui va se contracter, d'accord? Un muscle qui va se contracter et un autre muscle qui va se détendre, d'accord? Et cette action-là est permise par ces interneurones pour qu'il y ait une coordination entre les deux muscles. Et bien sûr, voilà, ces interneurones-là assurent une association à l'intérieur même du segment, bien de l'étage de la moelle spinale. Maintenant, les cellules de Renshaw, c'est ce que vous avez étudié en physiologie. Ces cellules-là vont inhiber le motoneurone pour empêcher une contraction excessive et dangereuse du muscle. Bon, un petit rappel. Alors, vous avez les neurones d'association, c'est les interneurones, d'accord, ce dont on vient de parler. Les cellules funiculaires, il y a deux types. Les cellules funiculaires courtes qui jouent le rôle d'association intramédulaire et les cellules funiculaires longues qui vont envoyer les influx au niveau de l'encéphale, qui vont envoyer les influx vers l'encéphale. La substance blanche, qui dit substance blanche, dit fibres nerveuses myélinisées, d'accord? Et ces fibres nerveuses myélinisées sont de deux types. Vous allez en avoir des faisceaux ascendants qui vont envoyer une information sensitive vers l'encéphale et les faisceaux descendants qui vont envoyer les influx moteurs vers les effecteurs. Et bien entendu, il y a des faisceaux propres de la moelle pour la régulation, pour la coordination et l'association. Encore un rappel. Alors, les neurones radiculaires qui quittent la moelle spinale, ils sont de trois types. Vous allez avoir les motoneurones alpha
qui vont être envoyés vers la plaque motrice, les motoneurones gamma qui vont être envoyés vers le fuseau neuromusculaire et les neurones préganglionnaires qui se dirigent vers un ganglion autonome. La moelle spinale présente deux fonctions. La première fonction, c'est celle des réflexes, qui est assurée par la substance grise, et la deuxième fonction, c'est celle de la conduction, qui est assurée par la substance blanche. Maintenant, un exemple de pathologie qui serait bon de connaître, et c'est concernant la sclérose latérale amyotrophique, et c'est une maladie neurodégénérative qui va, du point de vue physiopathologique, on va dire, consiste en la destruction, d'accord, en la dégénérescence des motoneurones. Et cette dégénérescence-là va induire des paralysies qui vont finir, voilà, par être mortelles, pour la simple raison que ça va concerner les motoneurones qui vont innerver le diaphragme, qui est un muscle respiratoire. Et c'est encore une maladie dont on n'a pas le traitement, et il y a encore, voilà, des sujets de recherche, on va dire. Alors, maintenant, nous passons vers l'étude des ganglions nerveux. Pour faire un petit lien entre moelle spinale et ganglion nerveux, déjà dans cette image-là, ce qu'on vous présente, c'est des ganglions rachidiens qui ont un rapport avec la moelle spinale, d'accord? Des ganglions qui ont un rapport avec la moelle spinale. Ces ganglions-là, vous voyez, ici vous avez un ganglion spinal, c'est un ganglion sensitif avec un neurone en T. Et ce ganglion-là est situé, il est en rapport avec la substance, il est en rapport avec la racine postérieure. Ce neurone-là va recevoir des influx nerveux sensitifs à partir de terminaisons en lien avec des récepteurs. Puis, l'influx se dirige vers le centre nerveux périphérique, ici c'est le ganglion rachidien, puis vers la racine postérieure. Et vous avez ici là un ganglion autonome. Bon, ici on est dans la chaîne sympathique paravertébrale. Et ce ganglion autonome là comprend un neurone autonome. D'accord? Ce neurone autonome reçoit les axones de neurones préganglionnaires qui sont situés dans la corne latérale de la moelle spinale. Bien entendu, après, ce neurone-là ganglionnaire va envoyer ses influx vers différents effecteurs qui sont là situés dans des organes, dans des viscères. Alors, les ganglions nerveux, toujours un rappel là-dessus, il s'agit de centres nerveux périphériques. Ces centres nerveux périphériques sont de deux types. Vous allez avoir des ganglions sensibles, d'accord, et des ganglions autonomes. Les ganglions sensibles sont de deux types. Vous avez des ganglions rachidiens sensibles qui sont associés à la moelle spinale, et vous avez les ganglions sensibles des nerfs crâniens. Cette division-là, cette distinction-là se fait tout simplement d'un point de vue anatomique. Mais du point de vue histologique, les ganglions rachidiens sensibles et les ganglions sensibles des nerfs crâniens présentent la même structure histologique. Cette différence-là anatomique est aussi une différence pour les origines embryologiques, vu que voilà, car on a deux origines embryologiques différentes qu'on va voir plus tard, d'accord?
Et vous avez là les ganglions autonomes. Les ganglions autonomes qui se trouvent, comme vous voyez ici, dans la chaîne sympathique paravertébrale pour les ganglions végétatifs, sympathiques, d'accord? Alors, d'un point de vue maintenant embryologique, tous les ganglions nerveux sont formés par deux éléments. Vous allez avoir un neurone, bien des neurones tout simplement, d'accord? Un neurone qui fait la fonction de ce ganglion-là, ok? Et des éléments conjonctifs. Maintenant, tous les neurones des ganglions nerveux dérivent des crêtes neurales, quel que soit le type de ce ganglion nerveux. Ok? C'est-à-dire que ces neurones-là, d'accord, sont d'origine neurectodermique et des crêtes neurales. Et donc, chaque ganglion nerveux présente une partie qui vient des crêtes neurales. La partie de soutien, la partie conjonctive, varie. D'accord? Puisque du point de vue anatomique, dans la région du crâne, d'accord? Dans la région du crâne, pour former, alors qu'un ganglion nerveux est fait par des éléments de soutien qui sont mésenchymateux. C'est le cas pour les ganglions rachidiens, puisqu'il y a du mésenchyme qui est disponible. Ça, c'est en règle. Mais pour des ganglions cérébraux, dans cette région-là, nous n'avons pas de mésenchyme, est remplacé par les placodes. Ces placodes-là qui sont des épaississements épiblastiques. D'accord? Donc, pour les ganglions cérébraux, vous avez ici, bon, ça c'est le tube neural, ça c'est des crêtes neurales, d'accord? Et là, on a l'épiblaste avec ses placodes. Et pour former un ganglion cérébral, d'accord, un ganglion nerveux cérébral, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir l'union entre une crête neurale et une placode. Bon, dans votre cours, vous avez ce tableau-là, d'accord? Il vous résume quelle crête neurale avec quelle placode ont formé tel ganglion. C'est bon à retenir pour votre examen, mais bon, au moins, et qu'en principe, d'accord, l'idée que voilà, pour avoir un ganglion crânien, bien un ganglion cérébral, il faut une crête neurale plus une placode. Alors, vous avez dans ces images-là quelques exemples de nerfs crâniens et de ganglions sensibles, d'accord? Donc, vous avez le ganglion du 5, d'accord? C'est le ganglion du trijumeau, ok? Qui assure la sensibilité faciale avec ses 3 territoires et c'est aussi voilà appelé le nerf du dentiste puisque c'est le nerf que le dentiste va chercher à anesthésier avant les soins dentaires. Vous avez ici le ganglion du nerf glossopharyngien. Comme vous voyez ici, le glossopharyngien assure l'innervation sensitive de la gustation, d'accord, de la partie du tiers postérieur de la langue. Je vous rappelle que voilà, pour la gustation, la partie, les 2 tiers antérieurs de la langue sont innervés par le nerf facial. Le tiers postérieur de la langue est innervé
par le glossopharyngien et la partie pharyngienne de la langue, d'accord, c'est-à-dire après l'extrémité voilà, postérieure de la langue est innervé par le nerf vague. Donc, ici là, vous avez le ganglion géniculé, c'est le ganglion du nerf facial, du 7. Et comme vous voyez là, ici cette image-là, c'est l'image de l'oreille interne, d'accord? Vous avez le vestibule, d'accord? Plutôt les trois canaux semi-circulaires et la cochlée. Alors, dans cette image-là, vous avez représenté l'oreille interne, d'accord? Avec le vestibule et les canaux semi-circulaires et la cochlée. La cochlée comprend de nombreux ganglions, d'accord? C'est les ganglions de Corti et le vestibule avec les crêtes des canaux semi-circulaires en le ganglion de Scarpa. D'accord? Et donc, ces ganglions-là, c'est les ganglions de la 8e paire crânienne, d'accord, du nerf vestibulo-cochléaire. Toujours un rappel, voilà, de l'innervation de la langue. Maintenant, concernant les ganglions spinaux, d'accord, ou bien rachidiens, ces ganglions-là spinaux, qui sont, bon, il y a de deux types, des ganglions sensibles et des ganglions autonomes. Ces ganglions-là, leur partie nerveuse, leur partie neuronale, leurs neurones dérivent toujours des crêtes neurales. Par contre, la partie conjonctive dérive du mésoblaste. D'accord? C'est du mésoderme. Et si on veut faire un petit rappel du mésoderme, vous voyez, ce mésoblaste-là se distingue en deux. Vous avez le mésoblaste paraaxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Le mésoblaste intermédiaire, on l'a vu dans l'appareil urinaire, il donne les reins. Et le mésoblaste latéral donne les séreuses, d'accord? Et différents tissus conjonctifs des organes. Et le mésoblaste paraaxial donne les somites. Ces somites-là vont donner des sclérotomes pour les vertèbres, les myotomes et les dermatomes. Et de ces somites-là, vous allez avoir la formation des ganglions spinaux. Alors, quand vous le voyez, ce système-là de ganglions spinaux est un système étagé, ou bien divisé par étage, d'accord? C'est un système qui est étagé. Et ce fait-là d'avoir des métamères, ce qu'on appelle ces étages-là, c'est des métamères. Chaque métamère est formé par un neuromère et un ganglion et un dermatome. Vous voyez, il y a une association entre les ganglions et la peau. Et chaque ganglion innerve une partie de la peau. Donc, ce système-là métamérique présente une implication clinique importante et c'est en cas de zona. Quand vous le voyez là, ce zona-là, le zona d'abord c'est quoi? C'est une maladie virale, c'est un virus, c'est le virus de la varicelle. Ok? Toute personne qui a eu la varicelle, eh ben, la varicelle c'est une maladie généralement qui est bénigne, qui est très gentille. Et ce virus-là, par contre, il va rester à même dans le corps humain, même après avoir guéri. Il va rester où? Il va rester caché et hébergé dans les ganglions nerveux.
Il va rester combien de temps par contre? Il va rester suffisamment de temps qu'il nous faut. Il va y vivre. D'accord? Ça peut durer 50 ans, 60 ans. Et quand est-ce que ce virus-là pourra se réveiller? Il va se réveiller et se manifester en cas d'immunodépression, c'est-à-dire une faiblesse du système immunitaire. Ça peut être dû ça peut être dû à cause d'un stress, d'une corticothérapie, d'un diabète, d'une infection par le VIH, d'accord? Et ce zona-là, donc, une règle que je voudrais vous communiquer, vous donner, c'est que devant chaque zona, il faut penser toujours à demander une sérologie VIH. D'accord? C'est obligatoire. Il faut faire un bilan d'immunodépression pour chaque cas de zone. Surtout chez un sujet qui est plutôt jeune, d'accord? 40 ans, 50 ans, faut penser à faire une sérologie VIH. Nous passons maintenant vers l'étude histologique des ganglions. Cette étude, c'est plus simple que l'embryologie. On va diviser ces ganglions-là en ganglions sensibles et ganglions autonomes. Les ganglions sensibles, ce que vous voyez là, ont une structure bien ordonnée. Vous avez, je passe de la périphérie vers le centre. Une capsule conjonctive d'enveloppe. Vous voyez les éléments conjonctifs d'origine mésodermique ou bien placodiale. Donc, vous avez ici là une capsule conjonctive d'enveloppe. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans la périphérie des neurones et dans le centre des fibres nerveuses bien ordonnées. D'accord? Vous avez un axe de fibres nerveuses. La structure d'un ganglion sensible, c'est une structure qui est bien ordonnée. Alors, ces neurones-là sont, comme vous le voyez, entourés de capsules. Ok? Et, bien entendu, nous avons différents éléments conjonctifs qui vont soutenir et protéger tout ce ganglion, que ce soit des vaisseaux, des fibres, d'accord? Alors, voilà, vous avez un ganglion sensible avec des fibres nerveuses, des neurones, et le type de neurone qui va définir le ganglion sensible, c'est le neurone pseudo-unipolaire en T. Ce neurone-là est protégé par des cellules satellites, d'accord, qui vont l'entourer pour former une capsule. C'est pour ça que ces cellules satellites-là sont aussi appelées des cellules capsulaires. D'accord? Comme vous le voyez ici, on dit bien en anglais, the neuron is surrounded by a ring of satellite cells. D'accord? C'est un peu comme une bague. D'accord? C'est à la manière d'une bague ou bien d'une capsule. D'accord? Alors, maintenant concernant les cellules présentes dans le ganglion sensible, vous avez des grandes cellules de grands neurones unipolaires et des petites cellules unipolaires. Bien entendu, unipolaire, ça n'existe pas. C'est une simple nomenclature.
On parle d'une cellule pseudo-unipolaire. D'accord? Cette cellule pseudo-unipolaire dont on parlait, là voilà, ok, c'est le schéma qu'on vous a donné dans votre cours. Vous avez ici un corps cellulaire. Alors vous avez ce schéma-là qui vous a été donné dans votre cours, un corps cellulaire, un soma ou bien un cytone, puis une tige protoplasmique. Cette tige protoplasmique-là, comme vous voyez, elle est pelotonnée. Et elle se bifurque, cette tige protoplasmique, tout de suite en deux parties, une partie dendritique et l'autre partie axonale. Bien entendu, vous avez ici, voilà, les cellules capsulaires. Cette capsule-là est faite par deux parties. Il y a une partie qui va être cellulaire, elle est interne, et une partie qui va être fibreuse, elle est externe. Et vous avez les petites cellules unipolaires, c'est des cellules sensibles, mais dont le rôle est végétatif pour la survie de ce ganglion. D'accord? Puisqu'il va contenir des vaisseaux sanguins, ces vaisseaux sanguins ont besoin d'avoir suffisamment d'informations pour connaître l'influx nécessaire à sa fonction. D'accord? Et il y a aussi des petites cellules, pardon. Vous avez aussi des petites cellules multipolaires. Ces petites cellules-là multipolaires ont un rôle de soutien dans ce ganglion nerveux. D'accord? C'est-à-dire qu'elles sont, c'est des cellules motrices, d'accord, mais autonomes. Alors, les grandes cellules unipolaires sont des neurones somato-sensitifs. C'est les cellules fonctionnelles, c'est les cellules chefs, on va dire, c'est les cellules maîtres du ganglion sensible. C'est les cellules qui vont faire la fonction du ganglion sensible. Ok? Les petites cellules unipolaires sont des neurones viscéraux-sensitifs, mais viscéraux par rapport, voilà, aux vaisseaux, aux éléments conjonctifs du ganglion lui-même. C'est des cellules, les petites cellules unipolaires, les neurones multipolaires et les cellules capsulaires ou satellites. Bon, ici on est dans la neuroglie. Ces cellules-là travaillent pour le ganglion. D'accord? Et les grandes cellules unipolaires ont comme rôle d'assurer la fonction principale du ganglion. D'accord? Alors, et les neurones multipolaires, c'est des neurones viscéromoteurs. Ils vont induire une vasoconstriction, une vasodilatation des vaisseaux sanguins situés à l'intérieur du ganglion. Bien entendu, les cellules corpusculaires, d'accord, ou bien satellites, ou bien capsulaires, sont des cellules qui sont gliales, d'accord? C'est des cellules gliales. Nous passons maintenant vers l'étude des cellules, nous passons maintenant vers l'étude des ganglions autonomes. Ce que vous voyez dans cette image-là, un petit rappel d'embryologie des ganglions autonomes. Vous voyez ici, on a la chaîne sympathique paravertébrale, d'accord, où vous allez avoir des ganglions sympathiques. Et il y a aussi des ganglions, d'autres groupes de ganglions qu'on voit ici, des ganglions stellaires cervicoles inférieurs, ganglions cœliaques, ganglions mésentériques supérieurs, ganglions mésentériques inférieurs, ganglions hypogastriques. Ces ganglions-là, ces ganglions-là, c'est des ganglions parasympathiques situés à proximité des organes. D'accord? Alors, bien entendu, ces ganglions-là
végétatifs dérivent des crêtes neurales pour leurs neurones et du mésoderme, d'accord, et pour leurs composantes conjonctives. Encore un rappel des éléments qui dérivent des crêtes neurales. Alors, les ganglions autonomes, comme vous le voyez sur cette image-là, ont une structure qui est très désordonnée. Vous avez les mêmes éléments, d'accord? C'est-à-dire une capsule, des fibres nerveuses, des neurones avec des cellules capsulaires qui les entourent. D'accord? C'est le même principe que les ganglions sensitifs, d'accord? Que les ganglions sensibles. Mais ces ganglions-là présentent au faible grossissement, voilà, une organisation qui est désordonnée à cause, voilà, de la disposition anarchique des fibres nerveuses. D'accord? Concernant les cellules des ganglions autonomes, vous n'allez pas avoir de grandes cellules unipolaires ou pseudo-unipolaires, puisque c'est une cellule qui est sensible, d'accord? Mais vous allez avoir comme cellule principale une grande cellule multipolaire, d'accord? Qui va jouer un rôle viscéromoteur, mais à l'extérieur du ganglion, d'accord? C'est un rôle végétatif, bien sûr. Et vous allez avoir des petites cellules multipolaires et des petites cellules unipolaires qui auront un rôle de soutien du ganglion autonome. D'accord? Alors, en conclusion, le ganglion sensible présente une texture histologique qui est ordonnée par rapport au ganglion autonome qui présente une texture histologique qui est désordonnée. Le ganglion sensible présente, voilà, des fibres nerveuses groupées en faisceaux à limites précises. Le ganglion autonome présente des fibres nerveuses groupées en faisceaux à limites imprécises. La cellule principale du ganglion sensible, c'est la cellule unipolaire. Par contre, la cellule principale dans un ganglion autonome, c'est la cellule multipolaire. Le ganglion sensible, vous avez une absence de synapse, d'accord? Et la présence d'un grand nombre de cellules satellites, comparé au ganglion autonome où vous avez beaucoup plus de synapses et moins de cellules satellites.